Bonjour à tous, je suis Amélie Cordier, je suis une experte en intelligence artificielle, fraîchement arrivée dans la région depuis ma ville d'origine qui est Lyon. Et donc j'ai l'honneur d'animer cette table ronde aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle pour l'industrie avec trois brillants intervenants. Merci de nous rejoindre, messieurs. Alors je vais faire dans l'ordre spatial. Donc Pierre de CrossData, Pierre Girardot. Tu vas te présenter dans un instant. Lucas Nasca de Néovision, qui vient d'encore plus loin, il arrive de Grenoble. Et puis Rodolphe, que vous avez eu la joie d'écouter ce matin. Alors, je vais vous passer la parole les uns après les autres, en commençant par Pierre. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais et surtout que fait CrossData ? Tout d'abord, merci d'animer cette table ronde, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Pierre Girardot, je suis un des trois co-dirigeants de CrossData, qui est une société qui a été fondée il y a 4 ans dans les Pays de la Loire. On est basé à Angers, à La Roche-sur-Yon et maintenant Paris. On est spécialisé dans l'intelligence artificielle, on conçoit des solutions opérationnelles pour les entreprises en prédiction, en vision par ordinateur, en optimisation, voilà, tous les types de technologies qui ont été cités par Rodolphe tout à l'heure. Donc on accompagne les entreprises du cadrage, la compréhension du besoin, jusqu'à l'implémentation des algorithmes, leur mise en production, leur suivi en opération. On est 11 personnes, essentiellement des data scientists. Et moi j'ai un profil ingénieur docteur en maths, et donc mon rôle dans l'entreprise, c'est de gérer la production. Ce qu'on appelle la production, c'est à peu près comme ici. C'est qu'on produit des algorithmes. On est un peu comme un concepteur de machines spéciales, les machines spéciales étant des algorithmes qu'on infère dans les machines. Alors, juste avant de passer la parole à Lucas, tu as employé le terme data scientist. Est-ce que tu peux le définir? Je ne suis pas sûre que tout le monde mette les bons rôles derrière les titres. Oui, les mots peuvent bouger aussi assez rapidement au fil des années. Donc moi, quand j'ai eu mon diplôme, il n'y avait pas marqué data scientist dessus en particulier. Il n'y a pas quand j'ai eu mon diplôme. Donc data scientist, en fait, généralement, c'est une formation type master en 5 ans, une formation essentiellement en maths d'abord et informatique. Donc c'est des gens qui vont être spécialisés dans la conception et l'utilisation d'algorithmes de machine learning ou d'optimisation. Encore une fois, le type d'algorithme qu'on a été présenté ce matin. Merci. Lucas, tu nous présentes Néovision. Bonjour, je me suis présenté rapidement tout à l'heure. Moi, c'est Lucas Nasca, je suis président cofondateur de Néovision. Je fais partie aussi de cette population un peu bizarre qui fait des maths et de l'informatique et qui a créé une entreprise derrière, donc Néovision. Et donc on est spécialisé en intelligence artificielle. Notre objectif, c'est d'aider les entreprises à créer des solutions à forte valeur ajoutée, du coup, dans la transformation soit des process, l'automatisation des process, soit dans la transformation de leur business model pour valoriser leurs données, créer des nouveaux services, créer des nouveaux produits. Donc ça passe par l'identification des bons cas d'usage, fort retour sur investissement pour l'entreprise, jusqu'à leur déploiement opérationnel et industrialisé et maintenu et évolutif chez nos clients. Merci beaucoup. Bon, Rodolphe, tu t'es présenté ce matin, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. Est-ce que tu peux nous redire en 2 mots Oui. Donc Rodolphe Gélin, je suis expert leader chez Renault. Et dans mon travail, c'est de faire ce que tu fais, mais en interne de Renault. Et puis parfois, en s'appuyant aussi sur des gens comme vous pour nous aider à trouver des solutions. Donc chez Renault, on développe de l'IA, on s'est associé à des gros partenaires comme Google, et puis on s'associe aussi à des PME, pour des startups pour mettre en place des solutions. Et, on trouve aussi, il y a de la compétence, on ne va pas réinventer le chose. Renault est d'ailleurs mécaniquement aussi un gros intégrateur. Hein. Il y a quelques parties qu'on développe, mais pour beaucoup, on s'appuie sur des tier one qui nous fabriquent les fauteuils, qui nous fabriquent les freins, qui nous fabriquent la caméra intelligente. Donc, on a l'IA, une brique de plus, on a l'expertise sur certains sujets, d'autres on va s'appuyer sur d'autres. Et je vais juste rebondir sur le data scientist. C'est marrant la définition que tu as donnée, parce que dans data scientist, il y a data. Quoi. Et quand nous, c'est vrai qu'on a été formés, on était formés à l'algorithme et pas tellement à la data. Donc c'est ce que je disais ce matin. Vraiment, il y a une nouvelle ingénierie, un nouveau travail, un nouveau métier qui est de manipuler de la
Pour bien ancrer les choses et que vous compreniez ce que l'on peut faire avec l'IA, j'ai demandé à chacun de nos intervenants de vous présenter quelques cas d'usage de l'intelligence artificielle dans leurs activités. Donc on va commencer par Pierre. Je te laisse choisir, mais tu m'as parlé de 2 cas d'usage qui me paraissent particulièrement intéressants. Donc tu peux nous parler des 2. Ok, je vais essayer de parler des deux parce qu'il y en a un peu dans chaque branche qui a été citée par Rodolphe. La première, qui est la branche liée à l'apprentissage et au deep learning. Donc on a accompagné une entreprise des Pays de Loire qui distribue des points clés qui vous permettent de faire votre double de clés. Pas chez le cordonnier, mais chez le Roi Merlin ou d'autres grandes surfaces de vente. C'est juste ton enveloppe. D'accord, je vais essayer de m'en dire. D'autres grandes surfaces du bâtiment. Donc en fait, quand vous allez chez le Roi Merlin, au bout d'un rayon, vous verrez peut-être un stand de 1 mètre de large, avec plein de clés non façonnées encore, plein de modèles de clés différents, et la personne qui va vous accompagner pour faire le double de clés, donc il y a la fameuse machine où vous rentrez votre clé, et puis il y a le double qui est fait à côté. La personne qui va vous accompagner pour faire cela, c'est la personne qui s'occupe habituellement du rayon vis et clous, donc pas plus serrurière qu'il y a peut-être des serruriers dans la salle. Moi je ne le suis pas en tout cas. Donc de temps en temps, il se trompe. Cette personne-là, elle se trompe. Quand elle regarde votre clé, donc c'est vraiment les clés qu'on a chacun dans la poche, hein, elle se trompe, elle va dire celle-ci c'est une U4D, alors qu'en fait c'est une U5D. Ce qui est embêtant, c'est quand vous rentrerez chez vous avec votre clé, ça ne marchera pas dans la série. Okay, donc quand il a un doute, qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il prend en photo la clé et il envoie un MMS à l'entreprise qui distribue ses points clés. Elle en a 2500 en France, des points clés comme ça. Et quand c'est le week-end, c'est le patron qui répond pour le MMS. C'est vrai de vrai. Le patron, il y a 2 ans, il a eu un enfant, il a d'autres choses à faire le dimanche, parce qu'en plus, il y a parfois le dimanche. Donc ce qu'on a conçu pour lui, c'est une application qui intègre une solution d'IA qui va reconnaître automatiquement le modèle de la clé. C'est-à-dire que la personne dans le rayon, elle va prendre en photo le recto et le verso de votre clé. En fait, pour reconnaître une clé comme celle-ci, il faut prendre une photo du recto et une photo du verso, parce que certaines clés ont le même recto, mais un verso différent. Okay, donc la personne prend simplement 2 photos, et l'application lui dit, ceci c'est une U4D, et elle est rangée derrière toi sur le clou numéro 25. Et à ce moment-là, voilà, elle ne se trompe pas, elle n'a pas. Donc ça c'est une technique de deep learning, plutôt d'apprentissage, qui est utilisée pour reconnaître les modèles de clés. Et la deuxième application, c'est une application à l'ordonnancement des tâches dans une usine. Là, c'est une entreprise qui est justement rang 1 dans l'automobile, qui est parmi ses fameux clients Renault, qui a des dizaines de milliers de pièces à fabriquer chaque semaine, des milliers de références différentes. Environ 300 personnes dans l'usine, et des chefs d'atelier qui passent 50% de leur temps à faire des plannings. Donc à dire, cette pièce-là doit être fabriquée sur cette machine-là. Et pour que ça soit fini, il faut que d'abord cette pièce ait été fabriquée, etc. Et ça, c'est 50% du temps des chefs d'atelier, rien qu'à concevoir des plannings. Et donc ce qu'on a conçu pour eux, c'est une solution qui va les aider, plutôt que de partir d'une feuille blanche, c'est un algorithme qui va optimiser le placement des tâches sur les machines dans l'usine, de sorte qu'ils peuvent le modifier par la suite, mais au moins 90% du boulot est fait. Au lieu de passer 50% de leur temps à faire des plannings, aujourd'hui ils passent 10% de leur temps à faire des plannings. Et les 40 qui entre les deux, c'est le vrai métier du chef d'atelier qui peut maintenant faire un peu plus, c'est-à-dire résoudre les problèmes du quotidien qui peuvent arriver dans leur atelier. Donc ça n'utilise pas d'apprentissage, c'est plutôt une technique de recherche opérationnelle qui est aussi dans le vaste domaine de l'IA. Ouais. Et qui est basée sur des mathématiques. Et qui est basée sur des mathématiques. Ouais. Merci beaucoup. Lucas, tu nous présentes également 2 cas. Alors, 2 cas que j'aime bien dans le domaine industriel. Le premier, c'est avec l'entreprise Michelin. On les a aidés en fait à gérer le contrôle qualité en service après-vente. Le service après-vente de leurs pneus. Donc on a commencé avec les pneus d'avion. Il faut imaginer sur le tarmac des personnes qui regardent les dommages qu'il peut y avoir sur le pneu. Un pneu d'avion, ça subit pas mal de péripéties. Et ça peut être rechappé que 3 fois. Donc il faut assurer la traçabilité du pneu dans le temps et savoir la criticité des différents dommages et historiser tout ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une application qui tourne sur smartphone, qui permet de prendre en photo le dommage, de pouvoir assurer du coup la traçabilité dans le temps et au niveau mondial de tous les dommages sur les pneus d'avion Michelin. La photo est envoyée ensuite sur un serveur, il y a un algo qui tourne qui reconnaît le type de dommage, ça renvoie ça à l'application, ça permet ensuite à l'opérateur
d'avoir les différents défauts avec leur probabilité et la procédure associée. Et donc, un gain en termes de traçabilité, un gain en termes de connaissance également des produits de Michelin. Et donc on a accompagné le client dans la création de son jeu de données, combien de défauts il avait, quelles sont les criticités des différents défauts, la variabilité des défauts, parce que certains défauts se ressemblent. Et au début, il n'avait qu'un certain nombre, il n'avait pas de photos, donc on a aussi aidé le client à créer tout son protocole d'acquisition de données et développer une technologie qui s'améliore dans le temps. Avec, au début, on a géré 6 défauts sur les 20, puis plus il y avait des photos qui remontaient et qui étaient qualifiées après par des experts, plus le système était capable en fait de reconnaître des nouveaux défauts, jusqu'à en reconnaître maintenant quasiment tous les défauts sur la déphotographie. Voilà pour un premier exemple. Et le deuxième exemple, donc ça tourne dans le cloud avec une application métier de l'autre côté. Je t'interromps juste oui. une seconde, mais pourquoi le choix de faire ça sur un smartphone? Et ben parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément ils n'ont pas d'outils ou de choses qui peuvent facilement manipuler en fait sur le terrain. C'était une grosse question, hein, l'ergonomie. Qu'est-ce qu'on propose en fait aux opérateurs, parce que ils ont déjà leurs outils, etc. Et donc là, Michelin a fait le pari d'aller vers des outils vers le smartphone que tout le monde a en fait dans sa poche et qui permet justement d'apporter de l'intelligence là où on ne pourrait pas apporter une caméra ou apporter un système portatif. Une petite valise comme on a vu dans Voilà, la présentation exactement. de Rodolphe ce matin. Il y a des endroits où on ne peut pas avoir de petite valise avec ça. Voilà. Et le smartphone est bourré de technologie, il y a de plus en plus de capteurs, les capteurs sont de plus en plus haute définition, il y a de la 3D aussi qui est en train de se développer dessus, du coup on est aussi en train de travailler avec ce monde industriel sur du contrôle qualité avec de la 3D pour regarder les sillons par exemple, à quel point ils sont usés, etc. On fait plein de choses avec eux, je ne vais pas rentrer dans d'autres cas d'usage. Il y en a un autre dont je voulais vous parler aussi avec le smartphone, qui est assez intéressant, c'est sur de l'analyse de produits, la reconnaissance de produits dans une usine, avec Schneider Electric. Donc là, on vient scanner tout un environnement avec le téléphone pour détecter les produits. Si vous voulez, j'ai une petite vidéo tout à l'heure, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Et on vient reconnaître en live le produit. Quand on se rapproche, on vient lire l'étiquette et donc le numéro de série. On vient reconnaître comment les produits... Alors les produits, c'est des disjoncteurs pour eux. On vient reconnaître comment le disjoncteur est configuré et ça permet à l'opérateur de maintenance de ne pas avoir à chercher dans son catalogue de plusieurs milliers de références quel est le produit qui est installé. Souvent, quand on vient faire la maintenance, on peut avoir des produits qui sont les siens ou pas les siens, qui peuvent être vieux. Il y a eu beaucoup de rachats aussi dans l'entreprise, donc une multitude de produits à connaître. Et donc là, pareil, l'opérateur fait juste un scan, il reconnaît les différents produits, ça lui permet après derrière de savoir quelle est la procédure à faire en ayant reconnu le produit en question. Et donc là, le gros intérêt, le gros différenciateur d'avoir travaillé avec nous, c'est qu'on a développé tous les algos en optimisé sur le téléphone, parce que dans les usines, il n'y a pas forcément de connectivité Internet. Et aujourd'hui, les téléphones, je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, on a des puces qui permettent de faire des calculs en embarqué, d'accélération matérielle, qui sont optimisés en fait pour tous les modèles qu'on vous a présentés ce matin. Et on a développé, du coup, on a optimisé les algorithmes pour tourner en live directement sur le téléphone sans avoir besoin d'envoyer les données sur un cloud. Merci Lucas. Rodolphe, tu nous as présenté un certain nombre de cas d'usage ce matin. Est-ce que tu peux revenir sur l'un ou l'autre ou est-ce qu'il en reste? Il en reste, ouais, je réfléchissais là. Par exemple sur les pneus, donc nous nos pneus sont plus petits que ceux d'avion. Et maintenant il y a un règlement, vous savez peut-être, alors votre garagiste il vous dit toujours quand vous crevez un pneu, il faut changer les deux, hein, parce que sinon c'est dangereux monsieur. Et ben en fait maintenant c'est réglementaire, il faut à tout prix qu'on vérifie quand on vend une voiture neuve que les deux pneus sont identiques. Alors ça paraît évident, mais voilà, parfois on arrive au bout d'une pile et donc on commence la pile d'après, c'est pas le même modèle. Aujourd'hui on doit vérifier que c'est, alors aujourd'hui quand c'est un être humain qui fait ça, ben, il va d'un côté, il essaye de se souvenir de la référence du pneu, et puis il fait le tour, et puis il faut qu'il voit si la référence, alors si ça commence par les mêmes lettres, c'est dur. Donc c'est ballot, hein, mais c'est du temps, et puis voilà. Donc là, on a développé un système qui va aller trouver, alors c'est pas facile, hein, parce que c'est noir sur noir, hein, quand même la gravure elle n'est pas très claire, heureusement là les pneus sont assez propres, mais au moins on va détecter automatiquement la référence de chaque pneu, et on peut valider que c'est bien le même pneu des deux côtés. Donc c'est une petite appli, mais qui va vraiment changer la vie de l'opérateur qui faisait ça, et vous voyez que la valeur ajoutée pour l'opérateur qui est quand même pas géniale de rater. Et par exemple, une autre application,
Je vous ai parlé de l'optimisation, de la réduction du modèle là, pour le crash. Sur ces parties, voilà, une autre application alors, qui est un peu en amont, qu'on est en train de baptiser, je ne sais pas si d'ailleurs, voilà, si vous les experts, vous avez déjà entendu parler de ça, on appelle ça le data mirroring chez Renault. Moi j'ai découvert ce mot-là chez Renault. Et c'est comment utiliser des données pour anticiper une conception. Très pratiquement, là ce sont les gens qui s'occupent du bruit que vont faire nos véhicules. Et en fait, ils se sont aperçus qu'en caractérisant une forme de véhicule, avec un certain nombre de paramètres, une trentaine de paramètres, en fait, qui vont définir la forme globale du véhicule, ils sont capables d'anticiper le bruit aérodynamique qu'il fera. Donc, et puis, est-ce que le bruit quand elle montera sur un trottoir, etc. Et donc avec ça, ils sont capables de dire, dès les phases de design, là, quand on conçoit un véhicule, en disant voilà, la grande enveloppe, ils sont capables de dire, bon bah là, ton truc, il fera pas de bruit quand il roulera doucement, en revanche, dès que tu iras plus vite, il fera plus de bruit, etc. Donc on arrive à anticiper avec très peu de paramètres les réactions du véhicule après, et voilà, ça nous a fait gagner un temps fou, et c'était voilà. Une idée géniale aussi du type qui a pensé à ça, de dire je vais résumer, là vous voyez bien la position de l'expert, il faut vraiment que ce soit l'expert, c'est un expert bruit, qui sait quels sont les paramètres importants. Alors évidemment, on pourrait rentrer les 6 millions de miles du véhicule et puis demander au système de... Mais en fait, d'une part, ça serait énorme, et d'autre part, au moment où on se pose cette question-là, on n'a pas encore les 6 millions de miles, on n'a que des grosses, et des grandes dimensions. Et donc voilà, l'expert a dit, je sais que c'est telle valeur qui sont importantes, il a sélectionné les... Et après, quand c'est ça, quand vous avez 40 données en entrée, et puis 3 ou 4 en sortie, les neurones sont assez simples, mais voilà, donc c'est là pour dire, on n'a pas forcément de millions de paramètres pour avoir des bonnes idées, pour appliquer de l'IA qui rend des services. Et là, vous voyez, très en amont de la phase de conception. Merci beaucoup. Alors, je suppose qu'avec tous ces cas d'usage, vous commencez à avoir des idées, vous en aviez peut-être déjà avant d'arriver, d'application de l'IA que vous pourriez avoir dans vos entreprises respectives. Du coup, quand on a préparé cette table ronde, je me suis demandé, en fait, comment vous construisez vos projets avec vos clients? Est-ce que vous avez des solutions sur étagère que vous allez leur vendre? Est-ce que c'est vos clients qui viennent vous voir en disant « Oh, j'ai appris que j'avais des données, j'ai envie de mettre de l'IA ». Comment ça se passe concrètement? Pierre, tu peux commencer? Je peux commencer. Alors, effectivement, on a un peu de tout. Hein. On a des gens qui viennent et qui nous disent je suis convaincu que l'IA peut servir à quelque chose dans ma boîte, mais je ne sais pas exactement quoi. J'en ai entendu parler à une super table ronde organisée par Proxium. Et voilà. Je suis sûr qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, des centaines. Et donc on a ce cas-là, effectivement. Je vais revenir après sur comment on traite. On a aussi des gens qui viennent avec une idée très précise, voire des gens qui ont déjà testé des solutions qui ne leur conviennent pas tout à fait, et qui nous disent pourquoi, qui veulent l'améliorer. Et donc, du coup, la manière de le traiter, en tout cas, ce qui est assez particulier dans ces problèmes-là, c'est que nous, effectivement, on ne développe pas de produit, on n'a pas de produit sur étagère, donc on va faire du sur-mesure, c'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin de prêt-à-porter et que vous ne trouvez pas votre taille, vous venez nous voir. Et nous, on vous fera le go sur mesure. Ça veut dire qu'au départ, il y a une phase d'écoute du besoin, de conception de solutions et surtout d'estimation de l'intérêt, en fait, l'analyse coût-bénéfice, simplement, de ce que la personne veut faire. Donc ça va être vraiment la première étape, c'est de dire, de bien insister en fait sur, imaginez-vous que demain, ça y est, votre solution d'IA magique, elle est là entre vos mains. Qui va l'utiliser? À quelle fréquence? Qu'est-ce que ça va vous rapporter en temps, en qualité de vie au travail, en euros bien sûr. Voilà. Et comment il faut que je le fasse pour que ça soit éventuellement quelque chose d'utile et de rentable. Et si la réponse à cette question, quand elle est tout de suite, ah bah non, en fait c'est pas rentable, parce que cette tâche-là que ça m'automatise, c'est 1 heure dans l'année, et puis le coût de la faire, c'est plus d'1 heure dans l'année. Du coup, ça c'est quelque chose de pas rentable. Et donc le fait d'essayer comme ça, dès le départ, tirer les verres du nez un peu des clients, c'est pas forcément aisé, hein, parce qu'ils arrivent avec des étoiles dans les yeux, on a envie de super, ça a l'air excellent, comme projet, on a envie de le faire. Mais non, il faut vraiment réfléchir dès le départ à si vous l'aviez dans les mains, à quoi ça vous servirait et qu'est-ce que ça vous rapporterait. Et puis ensuite, on peut dérouler un peu classique. Très bien. Lucas, toi aussi, tu utilises le terme de baguette magique. Quand tu m'expliques comment tu travailles avec tes clients. J'aime bien le mot baguette magique. Vous
j'expliquerai peut-être à un autre moment aussi pourquoi j'aime bien ce mot. J'ai un petit lien avec le monde magique, mais je ne m'attendrai pas maintenant tout de suite. Du coup, oui, j'aime bien ce mot-là parce que l'idée, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont dans la collaboration, en fait, dans la création de ces nouveaux outils. C'est super important et la première chose que je commence par faire, généralement, quand on vient travailler dans une nouvelle entreprise, c'est d'expliquer en fait ce que c'est l'intelligence artificielle, un peu comme ce qu'on a fait ce matin, expliquer que c'est pas quelque chose de magique, que ça va pas remplacer tous les emplois, que c'est des vrais outils qu'il faut s'approprier et que les métiers vont tous changer par l'intelligence artificielle. Et quand je dis tous, c'est vraiment, je pense, tous nos métiers, même le mien, sont tous concernés en fait par les changements liés à ces nouveaux outils, comme l'informatique en fait a changé notre façon de travailler. Je suis intimement persuadé que l'IA va changer notre façon de travailler à tous, et donc il faut se l'approprier, il faut comprendre, il ne faut pas en avoir peur. Et donc la chose que j'aime bien faire, c'est des ateliers où je demande aux utilisateurs en fait d'imaginer s'ils avaient une baguette magique, comment ils pourraient faire que leur métier soit plus cool. Et qu'est-ce qui est chiant dans leur métier qu'on pourrait automatiser, qu'on pourrait rendre plus ergonomique, plus automatisé, plus intelligent, en fait, simplement, purement et simplement. Et souvent, l'intelligence artificielle a une réponse à ces idées-là. Et ça permet également d'avoir du coup des utilisateurs finaux qui sont dans la collaboration, qui n'ont pas peur en fait, de ces nouveaux outils, qui se les approprient, et souvent du terrain génèrent plein de bonnes idées en fait, pour innover purement et simplement, parce que si on développe une IA et qu'il n'y a personne derrière qui l'utilise parce que simplement on a peur pour des mauvaises raisons, et ben en fait on n'arrive pas à innover et on reste en fait sur des façons de fonctionner qui n'utilisent pas ces nouvelles technologies. Et je pense que ça c'est pas lié que à l'IA en fait, c'est dans l'innovation en général, la réflexion que j'ai. Donc c'est embarquer les utilisateurs, embarquer les personnes qui vont être impactées par l'intelligence artificielle dès le début, et pas fantasmer dans un bureau avec le directeur de l'innovation sur une super innovation et après se rendre compte que personne n'utilise derrière. Et puis derrière, c'est en plus de la pédagogie, c'est avoir une vraie roadmap, un vrai plan d'action, pas simplement essayer de prototyper quelque chose dans son coin sans imaginer les impacts que ça peut avoir sur l'entreprise. J'ai parlé des impacts sur les métiers, mais ça a aussi des vrais impacts sur l'entreprise, sur ses process, sur son image, ça a beaucoup d'impact. Et généralement, tu parlais du coût-bénéfice. Le retour sur investissement, il est bien plus large que l'automatisation et les gains en termes de productivité qu'on va avoir. Il va y avoir plein de gains associés, et donc il faut prendre ça dans sa globalité. Justement, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez tous les deux quelque chose de similaire, qui est que une des difficultés principales quand vous vous lancez dans un projet, contrairement à un projet classique, c'est que vous ne pouvez pas vous engager sur un niveau de qualité de résultat, en général. Parce que c'est un processus très incrémental, c'est très difficile de dire au départ d'un projet, oui, ça va marcher, on va le faire en 3 mois, ça va se passer comme ça, ou non. Et du coup, comment vous gérez ça? Ouais, Mika et puis Pierre, vas-y. C'est un vrai problème parce que comme c'est de la co-construction, on a besoin en fait que nos clients soient investis dans le projet, qu'ils partagent leur expertise et qu'ils transfèrent cette expertise dans les données qui vont servir aux IA pour automatiser des process ou créer de la nouvelle valeur. Et bien s'il n'y a pas toute cette partie côté client, c'est compliqué en fait. On ne peut pas juste nous envoyer des données et on se débrouille et après le système fonctionne, ça ne marche pas comme ça en fait. Et donc le résultat, il est dépendant et de notre savoir-faire, de notre expertise, des bons choix techniques qu'on fait, mais aussi de toute l'expertise et tout le travail que fera le client de son côté. Et après, en termes de performance, purement et simplement, les performances vont dépendre de la qualité des données et de ce qu'on peut théoriquement obtenir. Alors on peut faire des estimations par rapport à l'état de l'art, on peut regarder que dans certains domaines, avec des cas d'usage similaires, on peut atteindre 97% sur la détection d'objets quand les bases de données sont représentatives avec suffisamment de données en termes de qualité, en termes de quantité. Donc ça, on peut guider les clients pour leur dire ce qu'on a besoin comme prérequis pour arriver à ces niveaux de performance. Donc on peut dire dès le début, oui, on peut atteindre vos exigences, on ne peut pas les atteindre. Mais après, pour les atteindre, ça demande aussi du travail de leur côté pour y arriver. Si, Pierre, tu peux... Oui, pour compléter un peu, effectivement, une des différences
et c'est assez prégnant dans l'industrie, c'est quand vous achetez une machine, généralement quand vous achetez la machine, vous connaissez son prix, et puis vous savez ce qu'elle va faire, vous savez cette machine-là, elle va débuter une première seconde, c'est écrit sur le papier. Et effectivement, donc ça c'est impossible pour nous, et je pense que notre rôle, c'est quand même de vous donner de la visibilité sur notre méthode de travail, et en quoi cette méthode de travail va nous permettre de mitiger ce risque qui est financier, qui serait de se dire, on s'engage dans un projet à 200 000 euros, et on ne sait pas si ça va marcher. Si je vous le présente comme ça, c'est pas ultra séduisant. Mais si on vous dit qu'il va y avoir des étapes, effectivement, comme tu le disais, on va commencer par faire des tests type test sur bord d'essai, test en laboratoire, sur des petits périmètres, et se dire, déjà, si ça ne marche pas sur ce petit périmètre, on s'arrêtera tout de suite. Et puis si ça marche sur ce petit périmètre, on va étendre ce petit périmètre et continuer à améliorer l'algorithme, et marche après marche, essayer d'atteindre l'objectif. Peut-être qu'on n'atteindra pas le 97% qu'on s'est donné comme objectif, peut-être qu'on aura 95, 96, mais que vous serez quand même content parce que vous saurez que vous avez obtenu la meilleure solution actuellement, étant donné Merci. Rodolphe, je suppose que chez Renault, c'est légèrement différent la façon dont tu construis les projets avec tes clients. Qui sont tes clients concrètement? Alors, bon, mes clients, c'est en effet les gens qui font des choses dans l'entreprise, donc il y en a beaucoup. Et mon travail, c'est un peu de prospecter comme vous. Alors, à la différence, ils viennent rarement auprès de moi en disant tiens, je pense qu'il faudrait de l'IA, est-ce que tu peux m'aider à en mettre? Donc c'est plutôt moi qui vais chercher. Donc moi, je suis nouveau chez Renault, donc ça me donne l'occasion de visiter Renault et de savoir ce que font les gens. Je découvre chaque jour des nouvelles unités dont j'imaginais pas l'existence. Et voilà. Et puis là, je suis tombé sur un gars qui fait de la Customer Intelligence. Et alors évidemment, il remonte plein de données, donc ça veut dire comprendre le client en fait. Ça veut dire. Et donc, moi je fais de l'artificial intelligence, je fais Customer Intelligence, pour voir où il en trouve le plus. Et il dit, moi je suis sûr que j'ai besoin d'intelligence artificielle. Non, je ne sais pas pourquoi faire. Donc on va faire un gros workshop, et puis on va passer une journée, je vais t'exprimer ce qu'on fait, et puis on va demander à des gens qui se sont déjà mis à ça de vous expliquer comment ils font. Et puis, voilà, donc ça, voilà, ça c'est un exemple. Les gens, plus personne me dit non, l'IA, c'est pas pour moi, laisse tomber. Il y en a qui disent assez sincèrement, mais vraiment je vois pas, moi j'ai pas beaucoup de données, je sais pas, après je ne creuse pas plus que ça, donc petit à petit, alors la première étape, on leur dit, essayez de voir les données que vous avez, et puis après, une fois que vous avez ces données, qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Voilà. S'il y avait une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez? Donc déjà, il faut qu'ils prennent conscience des données qu'ils ont, avant de commencer à réfléchir sur ce qu'ils pourraient en faire. Donc c'est un peu, encore une fois, on revient à cette question de la base, c'est la donnée. Donc voilà, pareil, pour vous, en tout cas pour une certaine forme d'intelligence artificielle, c'est celle pour laquelle on est la plus sollicité. Et sinon, mes clients, ils sont voilà, c'est pas comme ça qu'on les appelle, mais ce sont des gens qui ont commencé à faire des petites preuves de concept sur un coin de table, ils ont pris un stagiaire, ils ont dit parce qu'ils sont... Chez Renault, il y a quand même une grande curiosité technologique, donc c'est rare qu'il y ait des gens qui disent moi, ce que j'ai appris à l'école il y a 20 ans, c'est bien, ça continue à fonctionner. Donc, ils savent que pour rester à la page, parce que ils vont chercher à utiliser du ChatGPT, de la vision, et donc ils commencent sur des coins de table. Et moi, mon truc, c'est plutôt de les rattraper en disant vous savez, il y a d'autres gars qui ont fait la même chose que vous, il y a des algos qui sont sortis. Enfin, donc, mon boulot, il est plus là que. Il y a les deux types. Intéressant, merci. J'aimerais juste compléter sur un point, c'est que on commence quand même à avoir en tout cas dans mon entreprise, on commence à avoir certains cas d'usage qui se répètent. Et du coup, à force de les répéter, à chaque fois on voit les mêmes risques, à chaque fois on voit qu'on arrive à les mitiger en accompagnant correctement le client. Et on sait que finalement le risque il est plutôt côté client, et en donnant la bonne pédagogie, on pourrait s'engager sur du résultat si le client s'engage également lui-même à mettre les moyens de son côté pour y arriver. Donc, on va arriver de plus en plus, je pense, avec l'IA qui va monter en maturité, à avoir des sujets sur lesquels il peut y avoir des engagements de résultats. C'est intéressant, vous êtes un peu comme un réseau de neurones qu'on arriverait à entraîner si on avait suffisamment de data. J'aime beaucoup, ça commence à devenir cyclique cette affaire, c'est marrant. Alors justement, en parlant de ça, d'engagement, de qualité, j'aimerais bien redonner la parole à Rodolphe et revenir sur la notion de confiance que tu as astucieusement effleurée dans ta présentation ce matin. Puis il y avait des questions très intéressantes sur la confiance.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de confiance.ai, on dit ça comme ça? Confiance.ai, voilà. Donc c'est un projet... Côté anglais. Oui, c'est assez curieux. Alors on a des collègues canadiens qui vont lancer leur projet et il s'appellera confiance.ia parce qu'ils sont québécois plutôt, hein, donc ils ont gardé le terme en français. Donc ce projet, c'est un projet lancé par le gouvernement en fait, hein, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Grand Défi d'intelligence artificielle. Et un des 3 piliers de ce grand défi, c'est le projet confiance.ai qui vise à développer des méthodes et des outils pour développer un système d'intelligence artificielle sur lequel on peut garantir des résultats. Parce que justement, il y a toute cette question-là. Comme je vous disais, hein, quand vous avez un système qui doit freiner devant un piéton, alors aujourd'hui, pour vous donner quelques repères, cette fonction de freinage d'urgence devant un piéton, c'est une assistance à la conduite. C'est-à-dire que moi, constructeur, si vous écrasez quelqu'un, c'est pas de ma faute. C'est de la vôtre. Si je peux vous aider à l'éviter, c'est grâce à moi. Mais en revanche, si ça ne marche pas, c'est pas de ma faute. Donc en ce sens, réglementairement, on s'en fout si ça ne marche pas. Évidemment, il n'y a pas que réglementaire dans la vie. Mais néanmoins, ouais, c'est la différence entre le véhicule autonome et le véhicule assisté. Le jour où je fais la délégation de conduite, à ce moment-là, je m'engage à ce que je n'écrase plus personne. Et c'est pour ça, quelqu'un me demandait quand est-ce qu'il y aura de la voiture autonome. Bah, c'est ça qui est difficile. C'est de dire le jour où je délègue ma conduite et donc le conducteur est plus responsable. C'est moi, Renault, qui suis responsable de tout ce qui va arriver au véhicule. Vous comprenez bien que c'est un franchissement qui est difficile à passer. Bref, donc comment on peut donner confiance à ces systèmes-là? Comment on peut dire, néanmoins, alors même si ce n'est pas obligatoire, le responsable de la sécurité générale du produit, avant que je mette cette fonction sur le véhicule, il dit, voilà, même si ce n'est pas obligé par la loi, moi ça m'ennuierait qu'il écrase des clients. Donc avant de mettre ça, même si les gens ne sont pas des clients, des usagers. Donc, il va falloir garantir une certaine performance. Et donc, comment on va faire ça en fait? Comment on qualifie la performance? Alors ça, on sait le faire sur des algorithmes classiques. Hein. Il y a des standards qui disent, si vous devez avoir, dans l'automobile, ça s'appelle l'agilité. On est asile A, asile B, asile C. Suivant la criticité, on a des plus hauts niveaux d'agilité. Et là, il y a des normes et des standards dans le développement, sur le nombre de tests, le nombre des variables. Enfin, voilà, il y a des codes très, très stricts à suivre. Et si vous suivez la procédure, vous avez un certain niveau d'agilité. Donc en IA, il y a une partie comme ça, il y a une partie, on va vous dire, pour spécifier un système d'IA, il faut bien décrire son domaine d'opération, il faut garantir que les données, elles couvrent bien le domaine d'opération, et en fait c'est là, très précisément, qu'on touche le point très particulier de l'intelligence artificielle basée sur les données, c'est que garantir que votre base de données, elle couvre suffisamment tout ce qui va se passer dans la vie de votre système, c'est compliqué. Donc il n'y a pas de... Alors, tant qu'on regarde des soudures, rien que quand on regarde des soudures, parler du domaine d'opération, c'est quoi la luminosité, c'est quoi l'angle de la tolérance d'erreur de l'angle. Alors quand vous parlez sur des... Donc là, il y avait quelqu'un qui connaît bien l'atelier du Mans, là où on fait ça. Tant qu'on fait ça sur des soudures qui ne sont pas critiques, c'est pas très grave si on rate, voilà, s'il y a un siège qui se décroche, il y a une soudure de siège qui... Mais si c'est une soudure châssis, vous voyez bien que ça c'est critique. Et donc là, le responsable qualité des soudures châssis dit, moi je voudrais des garanties sur le fait que... Et là, il y a deux choses pour garantir le fonctionnement d'une IA. Il y a d'abord la façon dont on l'a développé. Donc on va suivre un processus dont on a vu un petit bout, qui est, je prends des données à noter, j'en prends une partie pour faire mon apprentissage, une partie pour faire ma validation. Ça c'est le b.a.-ba du développement de l'IA. Et puis après aussi, tu vas évaluer la robustesse de ton système. Donc tu vas bruiter tes images et puis tu vas voir si ça continue à marcher. Tu vas faire du monitoring, c'est-à-dire on va éventuellement rajouter en surcouche par-dessus l'IA un système plus rudimentaire, peut-être, mais au moins qui ne laissera pas passer des grosses erreurs. Parmi les exemples que je n'ai pas eu le temps de développer, il y a je vous ai montré un panneau stop avec des autocollants dessus. C'est un exemple très connu d'attaque adverse, et en fait, donc, il y a un réseau adverse qui a imaginé les endroits où il fallait changer, modifier ce panneau stop pour qu'il soit pris pour autre chose. Et en mettant juste 4 ou 5 stickers au bon endroit, le système de reconnaissance de panneaux confond un panneau stop avec un panneau de limitation de vitesse. Donc ça, c'est un problème de robustesse. Et on peut, d'une part, tester la robustesse en nous-mêmes bruitant à l'avance tous les panneaux qu'on rencontre pour vérifier qu'ils détectent bien.
Et puis l'autre truc qu'on peut faire, c'est de rajouter un monitoring en disant un panneau de limitation de vitesse, il est globalement blanc. Alors que là, le panneau stop qu'on a vu, il est globalement rouge. Donc rien qu'avec un histogramme de couleur qu'on rajoute par-dessus, des grosses erreurs de l'IA, on va pouvoir s'en affranchir. Donc c'est tout ça que va proposer le projet Confiance Paris. Une méthode pour mettre au point un système et puis des outils pour garantir. Par exemple, pour la robustesse de certains réseaux de neurones, il y a des formules mathématiques que tu pourras décrire sur les réseaux 1 Lipschitz qui vont dire je garantis que si mon réseau il est 1 Lipschitz, donc ça veut dire que. Tu peux expliquer ce que c'est le réseau Lipschitz? 1 Lipschitz avec plaisir. Bon, donc ça garantit que pour une petite. En fait, le 1 Lipschitz, ça veut dire que la dérivée, elle est limitée, elle ne va pas être dépassée la valeur 1 en gros. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas des grosses variations de sortie. Pour une petite variation à l'entrée, vous n'aurez pas une grosse variation de sortie. Donc si vous imposez ces contraintes mathématiques à votre réseau, alors évidemment il est un peu plus long à entraîner, il sera peut-être un peu moins performant, mais au moins vous aurez une très grande, vous pourrez prouver formellement, mathématiquement, la stabilité de votre réseau. Donc voilà, ce sont des choses comme ça que le projet va proposer. Et notre espoir, c'est que ça serve de base à des normes et à des standards. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi quand je dis chez Renault, il faut que vous développiez de l'IA de confiance, les gens en charge de la qualité de la sécurité me disent, est-ce qu'il y a des standards à suivre? Si ce n'est pas obligé par un standard, moi je le fais pas. Ce que tu dis, c'est très bien, je suis d'accord, mais pour l'instant, personne ne m'oblige à suivre un standard. Donc j'attends. Alors, je dis ça pour gagner du temps, pour m'énerver. Mais ils savent bien qu'on va y arriver. Donc aujourd'hui, la IAC, qui est la réglementation dont je vous parlais, qui est aujourd'hui assez floue, il ne faut pas qu'il y ait de biais dans vos données, elle va se décliner en standards qui diront, pour démontrer qu'il n'y a pas de biais, vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Et si vous avez fait ça, vous serez conforme. Donc, première chose, pour redonner confiance, montrer que vous avez suivi un mode de développement qui est carré, qui est bien justifié et qui est documenté. Et puis le deuxième pan, c'est la validation. Voilà, on va faire des essais, et puis des essais, encore des essais. Aujourd'hui, l'AEB, le freinage d'urgence, formellement, il faut faire un raté tous les millions de kilomètres. Donc, il faudrait rouler 1 million de kilomètres sans accident, sans faux positif. Enfin, nous, ce qu'on cherche, c'est le faux positif, c'est-à-dire que la voiture freine alors qu'il n'y a pas besoin de freiner. Donc, c'est ça, en fait, notre engagement, il est là. Puisque, comme je vous ai dit, je ne m'engage pas à freiner forcément s'il y a un accident. En revanche, je m'engage à ne pas freiner pour rien. Et donc, pour faire 1 million de kilomètres, c'est long. Si vous le faites avec une voiture, si vous faites une voiture, c'est tout le monde. Et donc, nous, on va. Déjà, il faut que la voiture tienne 1 million de kilomètres, si je peux me permettre. Si c'est une Renault, il n'y a pas de problème. Donc, comment on va faire? Alors, en même temps, si vous faites 1 million de kilomètres sur autoroute, déserte, voilà, et c'est facile de le faire. Donc, comment dire que ce million de kilomètres, il est représentatif? Donc, la validation d'un système d'IA, pour donner confiance, je l'ai développé dans les règles de l'art, et après, j'ai fait de la validation, et de la validation documentée, bien spécifique. Et, voilà. Et pour votre information, un bon truc pour tester l'AEB, c'est d'aller à Amsterdam, parce que là, vous avez des piétons, des cyclistes, et en gros, le cauchemar du constructeur automobile, c'est Amsterdam. Les voitures ne sont pas les bienvenues, et il y a des obstacles dans tous les sens, et qui sont difficiles à détecter. Donc on sait que plutôt que de faire 1 million de kilomètres, on va faire peut-être que, ne gardez pas les chiffres en tête, que 100 000, mais dans des endroits qui sont connus pour être difficiles. Mais la première fois qu'on met une fonction, on ne sait pas ce qui va être difficile pour cette fonction. Donc on va être obligé de faire 1 million de kilomètres. C'est très intéressant. C'est vrai que souvent, quand on regarde des échecs de l'IA, on se dit que l'IA c'est très intelligent, alors quand ça se trompe, c'est vraiment très débile, pardonnez-moi l'expression. En général, elles font des erreurs que même des enfants de 3 ans ne feraient pas. Confondre un panneau de stop et une limitation de vitesse, ou imaginer qu'il y a un éléphant dans cette pièce, c'est des erreurs que l'IA peut faire. C'est le manque de bon sens dont on parle. Le fameux manque de bon sens. C'est là que je voulais en venir justement. Quand tu me dis que ton système de détection, enfin ton capteur virtuel de voiture me dit que la voiture est légère le matin et lourde le soir, je me dis qu'il n'y a quand même pas qu'un problème de données. Il y a peut-être aussi un problème d'architecture de modèle, un problème de validation, qui fait que ton IA n'a pas le bon sens nécessaire pour comprendre que certaines données ne mériteraient même pas d'être considérées. Et donc c'est ma question suivante, peut-être Lucas, on en parlait un peu hier. Les problèmes de confiance, est-ce qu'ils sont que dans les données, que dans le process, ou est-ce qu'il y en a ailleurs également? Je me souviens plus de ma réponse de hier. Bon, c'est une autre. Ouais, sur la confiance, moi je rejoins complètement Rodolphe sur la partie données déjà. Il y a
le cœur en fait d'une IA qui apprend sur les données, c'est s'assurer que les données sont bien, en fait, sont représentatives du problème. Et même parfois, on n'est pas capable en début de projet de dire qu'est-ce que c'est des données représentatives, parce qu'on ne connaît pas en fait précisément le problème qu'on veut résoudre. Et donc, à Novision, nous on a développé un outil, tu parlais d'outils justement qui permettent d'aider sur ces parties de confiance, notamment sur les données. On a développé un outil qui sert à ça justement, qui permet de visualiser les données, de les explorer, de comprendre les biais dans les données, de comprendre les erreurs dans les données, et de donner confiance en fait dans ce qui va servir en fait de nourriture, si on peut appeler ça comme ça, à une IA qui va être entraînée sur les données. Et c'est pas juste à un instant T, on a un jeu de données, c'est que le jeu de données peut aussi évoluer dans le temps. Donc la confiance, elle doit être revalidée dans le temps en fonction des nouvelles données qui vont apparaître. Il peut y avoir des nouveaux biais qui peuvent apparaître quand on contrôle des défauts, par exemple, il peut y avoir un nouveau défaut qui apparaît, donc ça peut faire un nouveau jeu de données, enfin une nouvelle partie des données qui est différente des autres, donc il faut avoir les outils pour pouvoir les visualiser, pour les explorer, les comprendre. Les deux choses que je vois généralement, c'est des données qui sont en sous-nombre, qui ne sont pas représentatives du problème, ou alors des données qui sont de mauvaise qualité, mal réparties statistiquement, ou mal réparties, on va dire, dans l'espace de données. Et donc avec cet outil-là, on peut visualiser ça, on peut comprendre déjà des erreurs dans les annotations, parce que parfois il peut y avoir juste un expert qui nous a dit que effectivement ça c'était un défaut A, alors qu'en fait pas du tout. On lui remonte une deuxième fois, il nous redit que c'est un défaut A, alors que pas du tout. Et avec notre outil, on voit directement le défaut qui est au milieu des autres défauts, et on voit tout de suite qu'il y a une erreur en fait. Et donc on peut soit l'extraire et l'éliminer, soit la corriger. Souvent on l'élimine quand les experts ne sont pas d'accord entre eux, parce que c'est un peu des conflits à n'en plus finir entre des experts qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc c'est difficile déjà d'avoir confiance dans un système quand les experts, même entre eux, ne sont pas d'accord sur comment résoudre le problème. Mais en tout cas, ce genre d'outils, j'en suis convaincu, permettent d'accélérer les process et limiter les itérations dans le développement de l'intelligence artificielle, prendre confiance dans les données et donc dans les modèles derrière qui sont générés, et simplement de pouvoir confirmer les a priori qu'on peut avoir aussi sur les problèmes. Donc je rejoins, il y a aussi les process testés, validés qui est très important, on le sait depuis des décennies dans l'ingénierie que ça passe par là pour pouvoir a priori valider les systèmes et avoir confiance en eux et ensuite les tester derrière en conditions représentatives. Je ne sais pas si je te peux d'autres choses là. Si, mais on disait qu'en fait on fait de l'ingénierie, mais c'est une nouvelle forme Oui, d'ingénierie, c'est ça, donc exactement. il faut inventer des nouveaux process. Des nouveaux process effectivement d'ingénierie autour de la donnée et autour de ce qu'on disait, est-ce que mon problème est bien défini, bien cadré, et du coup, est-ce que les ressources que j'utilise pour résoudre mon problème sont bien représentatives de ce périmètre-là. Et c'est là aussi c'est un peu difficile, c'est que ce périmètre il peut évoluer dans le temps. Typiquement, j'ai un nouveau défaut qui apparaît sur ma chaîne de production. C'est mon périmètre en fait finalement qui a évolué. Et pour autant, tout mon système, mon modèle de données, mon modèle de logiciel derrière, il est toujours conforme et il est toujours bien valide si on utilise les tests classiques. Et donc il faut intégrer des nouveaux types de tests et de nouveaux types de validation qui permettent de détecter ce type de dérive typiquement. Merci beaucoup. Oui, vas-y Rodolphe. Ouais, donc c'est un point qui est important en effet, c'est parmi les garanties qu'il faut apporter à son IA, je parlais du monitoring, et parmi les choses qu'il faut monitorer à la sortie, c'est la détection d'anomalies. Que le système soit capable de dire, bon sang, ce truc-là, je l'ai jamais vu. Et pendant longtemps, une IA de base, quand vous lui demandez de classifier, parmi reconnaître 10 objets, donc par exemple, je montrais rapidement la photo de l'accident d'un fabricant de voitures autonomes américain très connu. Ils sont très forts en classification, donc ils savent reconnaître les voitures, les camions, les bus, etc. En revanche, un camion couché en travers de la route, ils ne l'avaient jamais vu. Donc ils n'avaient jamais appris ça. Et donc le système, il n'a pas dit j'ai jamais vu ça. Il a dit ça ressemble vaguement à un panneau publicitaire. Et donc il a donné, voilà, ma classification c'est un panneau publicitaire, parce que c'est rectangulaire, c'est blanc. Et donc on a renvoyé ça au pilote automatique, il a dit le panneau publicitaire c'est bon, je passe. Donc non, ça passe pas. Donc c'est pour vous dire, et là en fait aujourd'hui il y a, ce qu'il faut c'est qu'on incite dans nos IA, et c'est des travaux qui commencent à bien marcher, de donner des indices de confiance et que le système soit capable de dire ça ressemble à un panneau publicitaire mais quand même pas beaucoup. Hein. Donc c'est à ça que ça ressemble le plus, et pas tant. Et aujourd'hui les systèmes de score de confiance ne sont pas toujours super fiables
Et donc on améliore ça en disant, parce qu'aujourd'hui en fait, ça va être classifier la classe qui est la plus probable. Donc avoir une grosse note et on va choisir celui-là parce qu'il a la meilleure note. En revanche, ça ne donne pas du tout d'indication sur est-ce que je suis sûr que c'est ça ou pas. C'est le meilleur de ce que j'ai trouvé, mais en revanche, donc aujourd'hui, il faut mettre des scores de confiance et c'est très compliqué à faire. Et il faut que notre monitoring, il dise, tiens là tu m'as dit un truc, mais avec un score de confiance qui est tellement faible que c'est une image qu'il va falloir redonner aux experts, peut-être pour la relabelliser, refaire de l'apprentissage dessus et détecter de cette façon les drifts, les dérives de nos systèmes. Tu veux dire que quand un modèle d'IA fait de la classification, il n'a pas une classe je ne sais pas? Et on peut lui apprendre à faire ça, mais donc sur la soudure, on a une classe je ne sais pas. Mais il faut l'entraîner, il faut lui montrer des exemples de trucs je ne sais pas. Et c'est compliqué. C'est pas simple non plus. Il y a vraiment un parallèle avec l'humain, en fait, simplement. C'est comme vous, quand vous apprenez, si vous devenez paysagiste demain, et puis qu'on vous apprend à travailler que le printemps, demain c'est l'hiver, vous ne savez pas du tout comment faire. C'est exactement la même chose. La période Covid, par exemple, a été très problématique pour beaucoup de modèles. Du jour au lendemain, plein de modèles liés au commerce étaient faux, complètement faux. Et il a fallu des mois pour qu'ils se réentraînent, parce qu'en fait, on n'avait jamais vu de confinement auparavant. Donc voilà, ça pose des soucis quand même assez étonnants. On espère. Intéressant comme exemple, je n'avais pas pensé tous les modèles prédictifs du commerce. Alors, on le fait sur, par exemple, pour prédire le nombre de burgers dans les fast-foods. Et bien que du jour au lendemain, c'est devenu plus compliqué. Jusqu'à ce que la livraison redevienne possible. Voilà, mais à la borne et au comptoir, c'était quand même pas ça. Et même récemment, on a vu d'autres phénomènes étonnants, c'est qu'habituellement, le samedi, plus il fait beau, plus les gens vont au resto, en famille. Sauf fin juin dernier, canicule, plus de 40 degrés, tout le monde chez soi, les volets fermés. Et donc, le modèle nous dit, vous allez vendre plein de burgers aujourd'hui. Peut-être le manager, du coup, se dit, chouette, je vais mettre 15 personnes à faire des frites, personne ne va les faire. Parce qu'il n'avait jamais vu cette situation-là auparavant. Très bien, très intéressant. Je voudrais qu'on garde quelques minutes. Vous avez probablement des questions dans le public. Alors moi, j'en ai encore plein sur ma feuille. Ne soyez pas impressionnés, mais si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas. Ils ont été si parfaits que ça. Je vous en prie. Merci pour les explications. Dans le domaine de l'automobile, quels sont les domaines particuliers où on développe, où il y a plus de demandes, mis à part le pilotage automatique de niveau 5? Alors, pour une bonne partie, c'est d'améliorer la relation entre le conducteur et son véhicule. Donc, sur les assistances à la conduite, donc on va travailler beaucoup sur rendre les assistances qui sont aujourd'hui un peu mécaniques, hein, si vous les avez essayées. C'est un peu mécanique, c'est codé avec de l'IA, mais voilà, c'est encore un peu parfois ballot. Donc, il faut améliorer l'interprétation des scènes. Un grand classique, je ne sais pas si vous avez le régulateur de vitesse adaptatif, vous suivez une voiture, vous êtes sur la voie de droite sur l'autoroute, et la voiture sur qui est la cible de l'adaptateur, c'est-à-dire il s'est calé sur la voiture qui est devant vous. Cette voiture sort pour prendre de l'essence parce que c'est sa sortie, donc elle ralentit, votre voiture va ralentir aussi. Et donc vous allez vous trouver à 60 parce que. Donc ça, c'est un manque de compréhension. Le système il a été codé comme ça, donc maintenant il faut lui dire il faut que tu prennes en compte aussi que ta cible, peut-être avoir plusieurs cibles. C'est un des axes d'amélioration. Donc chez Renault, on va beaucoup travailler sur les fonctions que vous avez aujourd'hui, comment les rendre plus intelligentes pour qu'elles travaillent, pour qu'elles soient plus proches de la façon dont un être humain, un bon conducteur conduit. Et alors là-dessus, parce que c'est un cas que je connais très bien, est-ce que vous commencez déjà à réfléchir à permettre aux conducteurs d'avoir un bouton « Ne fais pas ça » pour pouvoir collecter de la donnée sur ce que vous êtes en train de déployer dans les voitures qui pourrait vous permettre de réentraîner les itérations suivantes? Parce que moi, à chaque fois que je prends ma voiture, j'ai envie de dire « Mais non, il sort en douille !» Alors, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui, alors donc c'est dans le projet, absolument. Alors ça ne sera pas non, c'est qu'en effet, tu reprendras le contrôle de ton véhicule et puis le système verra qu'entre ce que lui voulait faire et ce que toi tu as fait, il y a une différence. Est-ce que tu la collectes, cette donnée? Voilà. Donc aujourd'hui, non. Demain, oui. Donc ça fait partie de nos projets, mais il y a un fameux constructeur dont je vous ai déjà évité de vous parler, mais qui fait ça, c'est un truc qu'on appelle le shadow mode. Et en fait, son shadow mode, c'est il va faire tourner son pilote automatique
en parallèle de la conduite manuelle. Et à chaque instant, il va voir si le pilote automatique aura fait la même chose que le conducteur manuel. Si oui, très bien. Et sinon, ben en effet, il remonte, et puis il y a des experts qui disent ah ben, le conducteur c'est une vraie bouse, donc moi j'aurais raison. Et ou alors, au contraire, tiens, ben là, c'était un cas que le pilote automatique n'avait pas vu, et donc je enregistre. Donc cette partie, donc nous on commence à faire, alors justement, un moyen d'éviter de faire 1 million de kilomètres, et ben, c'est de mettre sur des voitures, d'abord sur nos voitures de test à nous, ces fonctions en mode shadow, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas vraiment piloter le véhicule, mais en revanche noter la différence entre ce qu'elle aurait fait et ce que le conducteur a fait vraiment. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser beaucoup plus de voitures pour tester ça. Et à terme, peut-être, alors là, on pourrait imaginer qu'on fasse, alors après ça va demander des infrastructures, c'est-à-dire des nouvelles fonctions avant de les donner à nos clients. On les fait tourner en sous-marin sur leur voiture, en les informant, hein, mais en disant de toute façon c'est juste de l'observation. Et à ce moment-là, ça va aller beaucoup plus vite. Vous vendez 100 000 voitures, vous n'avez plus besoin de faire de 10 km avec chaque voiture pour savoir votre million de kilomètres de retour. Et donc là, la connectivité, c'est vraiment un allié super important pour nos développements, parce que justement, ça va collecter de la donnée réelle chez des vrais gens qui sont sur des vraies routes. Et de cette façon, on pourra... voilà, donc, et inversement, de la même façon, quand on déjugera ce que voulait faire notre assistant, eh bien, on pourra avoir des remontées. Donc en effet, chez Renault, hein, la connectivité, c'est quelque chose qui commence seulement. Aujourd'hui, on récupère, on a à peu près 2 millions de véhicules qui sont connectés et on récupère 2 téras de données par jour. Alors, on en parlait ce matin. Évidemment, Renault n'a pas les serveurs pour récupérer 2 téras de données par jour. Donc, on est obligé de s'associer à des gens qui ont des gros serveurs. Mais voilà, ça vous donne une idée. Alors, je ne sais pas si ça représente beaucoup de téras, si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Mais c'est énorme. Et on faisait la comparaison. En fait, on échange beaucoup plus de messages chaque jour que Twitter. En fait. Donc, on a vraiment des volumes de données importants. Et la voiture, pour ça, est intéressante. Et c'est aussi pour ça que des gens comme Google sont contents de travailler avec nous. Hein. C'est parce que c'est une belle base de données pour eux qui les fait saliver. Ils n'avaient pas encore. Enfin, ils ont déjà accès quand vous utilisez les systèmes de navigation de Google, donc indirectement, ils récupèrent des choses. Mais là, ils veulent être encore au plus près. Et eux, ils sont parmi les premiers à avoir compris l'intérêt de la donnée. On a le temps pour une dernière question. Bonjour. Oui, concrètement, vous dites qu'il faut monitorer les anomalies, les qualifier pour renseigner l'IA à nouveau. Et moi, je suis chef d'entreprise, j'ai développé l'IA dans mon entreprise, j'ai une anomalie en sortie de production. Qu'est-ce que je fais? Et à l'inverse, en début de production, je change mon modèle parce que je change mon produit, enfin peu importe. Qui fait quoi? Comment je peux... qui intervient, à quel moment, et comment je peux corriger ces anomalies ou changer le modèle d'IA que j'avais développé pour un modèle de produit, par exemple, produit logiciel. Alors peut-être ça, je voudrais te laisser parler parce que c'est des questions de déploiement et de mise en œuvre, de maintien en condition. Oui, je pense que Pierre, on en a parlé lorsqu'on a Oui, présenté. enfin, il y a pas mal de sujets dans votre question. Il peut y avoir aussi, il y a un sujet éventuellement de compétences. Vous demandez à qui fait quoi et quelles compétences il faut pour le faire dans l'entreprise. Sur ces modèles-là, effectivement, il faut les entraîner, il faut leur apprendre. Les personnes qui sont capables de faire ça, donc c'est un peu les types de personnes dont on parlait tout à l'heure, les data scientists. Quand on va maintenir les solutions en conditions opérationnelles, les data scientists, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder en fait les performances de l'algorithme, et si tout d'un coup il y a un défaut que vous signalez qui n'était pas détecté, par exemple, ça veut dire que le modèle se comporte mal. Donc, il convient de le réentraîner. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait pendant toute la vie de l'algorithme, c'est ce qui a été mentionné tout à l'heure. Et après, si votre modèle change, même chose. Vous pouvez le voir comme un humain qui était habitué à travailler avec telle machine. Vous en achetez une nouvelle, il faut lui réapprendre. Là, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on évoquait, le maintien en condition opérationnelle dans le cadre d'un algorithme. C'est un peu plus que dans le cas d'un logiciel, où le logiciel, c'est il y a un bug, voilà, ça ne s'affiche pas aujourd'hui, il faut réparer. Là, on a d'autres types de bugs, entre guillemets, qui sont des dérives en fait, des performances de l'algorithme, ou alors simplement le process de fabrication dans l'usine qui a changé, des nouvelles pièces qui sont fabriquées, des nouveaux défauts qui sont apparus pour une raison X ou Y, qui nécessitent aussi de faire des interventions sur l'algorithme pour le faire évoluer. Et donc ça, c'est ces compétences data scientist généralement qui interviennent là-dessus. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question.
Alors, entreprise. ça ne veut pas dire que... Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a aussi sur des choses spécifiques, il y a des solutions qui existent, ici par exemple, qui vous permettent d'avoir un bon niveau d'autonomie sur ces tâches-là, ou sur tout ce qui est attaché à la vision. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même ce qu'il faut en solution pour vous permettre de faire au moins une grande partie des tâches de réentraînement, une fois qu'on vous explique comment les faire dans l'outil. Et même au-delà, rien ne vous empêche, selon la taille de l'entreprise, selon les types de problématiques que vous avez, d'intégrer ces compétences en interne également, si c'est votre choix, si vous y trouvez l'intérêt. Selon la taille de l'entreprise également. Ouais, Et la maturité du projet. Ouais, Oui, je t'en j'aimerais prie. compléter aussi sur cette partie. C'est des problématiques qui sont en train de se voir de plus en plus. C'est tout ce qui est maintien en condition opérationnelle des solutions d'intelligence artificielle. Puisque sur les dernières années, les gens faisaient beaucoup de preuves de concept et pas encore de déploiement opérationnel. Nous, on a une cinquantaine de technologies maintenant qui tournent en production chez nos clients. Et il y a tout un pan en fait, du domaine de l'intelligence artificielle qui commence à se développer, qui est ce qu'on appelle le MLOps, Machine Learning Opération, qui existe depuis longtemps dans le domaine du logiciel, qui s'appelait le DevOps, en fait, qui était toutes les solutions qui permettent en fait, de déployer et en manière continue en fait, mettre à jour les systèmes. Parce que tout système informatique en fait, évolue dans le temps, son environnement n'est pas stable, en fait, il évolue également. C'est des systèmes très complexes dans le domaine de l'informatique. Et c'est le cas aussi pour l'IA, qui a aussi la joie d'avoir un périmètre qui évolue. Donc c'est les données dont on parlait. Il peut y avoir des nouveaux défauts qui apparaissent, il peut y avoir des anomalies qui apparaissent, etc. Et donc il y a tout un pan du logiciel, qu'on appelle le MLOps, qui permet de mettre à jour les systèmes, d'avoir des opérateurs ou des experts qui viennent apporter leur expertise dans ces systèmes-là, et qui permettent de mettre à jour les systèmes. On essaie, nous, à nos visions, d'avoir des systèmes concevoir des systèmes dès le début qui prennent en compte en fait, ces mises à jour, parce qu'il y en aura forcément, et de les automatiser au maximum, mais ça nécessite toujours un humain qui est dans la boucle pour valider les cas un peu bizarres dont les scores de confiance sont un peu étranges, ou simplement valider la cohérence des systèmes qui sont redéployés. Donc ça nécessite des back-ends, des infrastructures également de déploiement et de mise à jour des systèmes. Et après, il y a la question de où est déployé, est-ce que c'est en local, est-ce que c'est dans le cloud, dans la complexité un peu des modèles de déploiement. Mais ça peut être des systèmes dans le cloud qui se mettent à jour tous les soirs, par exemple, ou alors ça peut être des systèmes en embarqué qui sont mis à jour tous les 6 mois avec des nouveaux périmètres qui sont validés par des data scientists, ou alors en automatique avec des systèmes de MLOps. Merci. Je pense que c'est une bonne façon de résumer et de conclure cette table ronde en rappelant que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est finalement relativement nouveau, qui évolue très très vite, qui amène à des solutions pour des problèmes intéressants, mais qui amène aussi son lot de problèmes et qui surtout crée de nouveaux processus, de nouveaux métiers, de nouvelles façons de faire. On en a parlé, l'ingénierie de l'intelligence artificielle, finalement, c'est en cours de construction. Et donc, il faut bien garder un œil sur tout ça, parce que ça évolue très très vite. Je vous invite à remercier nos intervenants. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous allez avoir tout le loisir de leur poser pendant la pause déjeuner, si je ne me trompe pas.